Il existe des secrets qui ne sont pas conservés dans des coffres-forts. Ils sont conservés dans des maisons, derrière de hauts murs et des fenêtres teintées. Dans les quartiers les plus huppés de Mexico, certaines demeures ne sont pas des maisons. Ce sont des mausolées. Des tombes de marbre et de verre où sont enterrées les vérités les plus sombres d'une famille. De l'extérieur, elles sont l'image même de la réussite. Des jardins conçus par des paysagistes, des voitures de luxe qui dorment dans des garages climatisés, des gardes de sécurité qui patrouillent le périmètre avec une efficacité silencieuse. Ce sont des forteresses de pouvoir, les symboles d'une vie inaccessible pour la plupart. Mais si vous vous approchez, si vous coupez le moteur de votre voiture dans le calme de minuit, vous pouvez le sentir. Ce n'est pas un son, c'est une vibration, un froid qui émane du béton, de la pierre, du fer forgé. C'est l'écho muet de tragédies qui n'ont jamais fait la une des journaux, le poids d'une douleur si ancienne et si profonde qu'elle s'est fondue dans les fondations. Aujourd'hui, nous allons ouvrir l'une de ces portes. Nous allons entrer dans la tombe de la famille Valdivia, un nom de famille qui, dans cette ville, est une clé. Une clé qui ouvre les portes des banques, des ministères, de la justice elle-même. Don Armando Valdivia, le patriarche, l'homme qui a bâti un empire à partir de rien, le philanthrope dont le sourire orne les pages des magazines mondains, le bienfaiteur qui coupe les rubans lors des inaugurations d'hôpitaux et d'orphelinats. Un saint à la lumière du jour, un monstre lorsque les lumières s'éteignent. Voici l'histoire d'un homme qui a utilisé son pouvoir, son argent et son influence pour tisser une toile de silence autour d'une horreur qui défie l'imagination. Une horreur qui s'est nourrie de son propre sang. Un cancer qui a dévoré des générations dans l'intimité de son propre foyer. Si vous pensez qu'aucun mur n'est assez haut pour cacher la vérité, si vous pensez que la voix d'une victime est plus puissante que l'or de son bourreau, abonnez-vous. Rejoignez cette communauté, car chaque abonnement n'est pas un simple numéro. C'est une brique en moins dans le mur du silence. L'histoire ne commence pas par un crime. Elle commence par un dossier. Un dossier couleur manille, mince, presque insultant de minceur. Sur l'étiquette, une phrase tapée à la machine, avec une encre légèrement effacée, Sofia El Mineur en fuite. Le dossier reposait sur une pile d'autres dossiers identiques sur le bureau de Carmen Mendoza, une assistante sociale, une de ces guerrières anonymes qui mènent des combats invisibles dans les méandres de la bureaucratie. Son bureau était un cube de 4 mètres sur 4 dans un bâtiment administratif sans âme. Les murs, d'une couleur beige indéfinie, étaient couverts de notes, de post-it, de dessins d'enfants et des visages d'enfants que le système avait oubliés. Carmen avait 38 ans, mais ses yeux portaient le poids d'un siècle de tristesse étrangère. Elle avait vu la misère sous toutes ses formes, la maltraitance, la négligence, l'abandon. Elle pensait que plus rien ne pouvait la surprendre. Elle se trompait. Le cas de Sofia semblait, à première vue, douloureusement banal. Une adolescente de 16 ans. Elle s'était enfuie d'un internat d'élite en Suisse. On l'avait retrouvée 3 jours plus tard, errant dans l'Alameda centrale. Elle était pieds nus. Ses vêtements, un uniforme scolaire très coûteux, étaient déchirés et sales. Elle ne parlait pas. Elle ne faisait que répéter sans cesse la même phrase, dans un murmure presque inaudible. « Je ne veux pas retourner au jardin. » Le rapport de police était succinct. Diagnostic provisoire. Rébellion adolescente. Consommation possible de substances. La routine habituelle. Elle a été envoyée dans un refuge temporaire du gouvernement. Et le dossier, ce mince classeur de couleur beige, a atterri sur le bureau de Carmen. Son travail en théorie
était simple. Contacter la famille, évaluer la situation. Faciliter la réintégration familiale. Clôturer le dossier, classer le dossier. Mais quelque chose dans ce rapport l'inquiétait. Internat, les Chênes, Suisse. Carmen a fait une recherche sur Internet. Les frais de scolarité annuels s'élevaient à 6 chiffres. En dollars. Un paradis pour les enfants de multimillionnaires. Pourquoi fuir un paradis? Et puis, cette phrase. Je ne veux pas retourner au jardin. Cela ne ressemblait pas à de la rébellion. Cela ressemblait à de la terreur. Carmen a mis les autres dossiers de côté. Elle a pris son sac et elle a pris la route vers le refuge. L'endroit était un chaos de bruit et de vie. Des enfants qui couraient, des adolescents qui écoutèrent de la musique à plein volume sur leur téléphone, l'odeur pénétrante du chlore et de la nourriture bon marché. Un limbe pour les jeunes âmes que la ville ne savait pas où mettre. Elle a retrouvé Sofia dans le coin le plus éloigné de la cour, assise par terre, dos à tout le monde, dessinant fébrilement dans un cahier à spirale. Elle était fragile, maigre jusqu'à en être pâle, avec une touffe de cheveux noirs tombant sur son visage. Elle ressemblait à un oiseau à l'aile cassée. Carmen s'approcha lentement. Elle s'assit à côté d'elle, à une distance prudente. Elle ne dit rien. Elle attendit simplement. Le soleil de l'après-midi frappait le béton. Le bruit de la cour semblait s'estomper autour d'elle. 10, 15 minutes passèrent. Un silence dense, pesant. Carmen observait simplement la main de la jeune fille, qui bougeait à une vitesse hypnotique sur le papier. Finalement, sans lever les yeux, Sofia parle. Sa voix était si faible que Carmen l'entendit à peine. « Tu viens me ramener ?» Carmen regarda le cahier. La page était presque noire d'encre. Ce n'était pas des dessins. C'étaient des spirales. Des centaines de spirales superposées, les unes dans les autres, comme un vortex qui voulait engloutir le papier, dessiné avec une pression brutale. La géographie d'un esprit prisonnier. « Je ne t'emmènerai nulle part où tu ne veux pas aller, Sofia, » dit Carmen doucement. « Mais j'ai besoin que tu m'aides à comprendre. » La jeune fille ferma le cahier d'un coup sec. Un geste violent qui contrastait avec son apparente fragilité. Personne ne comprend jamais. Essaie avec moi. Mon travail consiste à écouter. Sofia finit par lever la tête. Et Carmen vit ses yeux. C'étaient les yeux les plus vieux qu'elle ait jamais vus. Des yeux immenses, sombres, dépourvus de toute lumière juvénile. C'étaient deux puits d'une peur ancienne, profonde. « Grand-père dit que c'est un honneur, » murmura la jeune fille. « Que le sang est sacré et doit rester pur. » Un frisson parcourut le dos de Carmen. Malgré la chaleur étouffante de la cour, ces mots n'avaient aucun sens, mais leur poids était indéniable. « Ton grand-père » demanda Carmen en gardant une voix neutre. « Don Armando ?» Le nom flottait dans l'air vicié de l'abri. Don Armando Valdivia. Bien sûr. Carmen sentit un pincement au ventre. La photo de cet homme était partout, dans les journaux, inaugurant une nouvelle aile d'hôpital. Sur les panneaux d'affichage, comme visage d'une campagne de reboisement. Le grand patriarche de la ville. « Que veux-tu dire par le sang, Sofia? À quel jardin ne veux-tu pas retourner ?» La jeune fille serra ses genoux contre elle. Elle se mit à se balancer, d'avant en arrière, un rythme lent, désespéré. Le mouvement des enfants qui tentent de se consoler eux-mêmes. « Au jardin secret, » dit-elle en serrant les dents, là où le sang se réveille. Et elle se tut, elle se déconnecta. Son regard se perdit dans le lointain, ses yeux se vidèrent à nouveau.
La conversation était terminée. Carmen resta assise un moment de plus, sentant l'écho de ses mots. Jardin secret, réveillez le sang, Don Armando. Les pièces ne s'emboîtaient pas. Elles formaient une image monstrueuse que son esprit refusait d'accepter. Carmen retourna à son bureau, envahie par un nœud d'angoisse. La routine l'appelait. Le protocole était clair. Appeler les parents. Mais ses mains tremblaient en composant le numéro. Une femme répondit. La voix était cultivée, froide comme le marbre. Béatrice Valdivia, la mère. Madame Mendoza, je vous remercie de votre appel. Nous étions terriblement inquiets. La voix était parfaite, l'intonation, la cadence. Trop parfaite. Elle ressemblait à une actrice dans une pièce de théâtre. « Votre fille est en sécurité », dit Carmen, en essayant de peser ses mots. Mais elle est très effrayée. Elle dit des choses très étranges. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Sophia a toujours eu une imagination débordante, dit Béatrice. Le ton avait changé. Il y avait une pointe d'avertissement sous la surface soyeuse. C'est une fille très sensible. Elle confond parfois la réalité et ses fantasmes. Fantasme. Ce mot, la gomme qui efface les secrets de famille. Madame Valdivia, votre fille parle de son grand-père et d'un jardin. Elle semble terrifiée. Mon père adore ses petits-enfants et notre jardin est son endroit préféré pour jouer. Mademoiselle Mendoza, j'apprécie votre sollicitude, mais ma fille a besoin de son traitement, de sa structure. Le mieux pour elle est de retourner à l'internat dès que possible. Nous nous occuperons de tout. La conversation fut une véritable leçon d'esquive. Chaque question de Carmen était détournée avec une élégance glaciale. Chaque tentative d'approfondir le sujet était bloquée par un mur de condescendance. Carmen raccrocha le téléphone. Elle avait l'impression d'avoir parlé à une machine. Une machine programmée pour protéger le système à tout prix. Elle regarda la photo qu'elle avait prise du cahier de Sophia. Le tourbillon de spirales noires. Ce n'était pas un fantasme. C'était un appel à l'aide. Elle prit une décision qui enfreignait tous les protocoles. Une décision qui la mettait en danger. Elle se rendit au manoir. L'adresse, au cœur des lomas de Chapultepec, était d'une opulence obscène. La maison était une forteresse blanche, moderne, minimaliste, impénétrable. Des murs de plus de 5 mètres de haut, des caméras de sécurité à chaque coin. Carmen se sentit petite, insignifiante, face à cette démonstration de puissance. Elle appuya sur l'interphone. Une voix sans visage, déformée par le haut-parleur, demanda qui elle était. « Je suis Carmen Mendoza, du système de protection sociale. » C'est au sujet du cas de Sophia. Le silence qui suivit fut long, gênant. Carmen sentit qu'on l'observait, qu'on l'analysait, qu'on la jugeait. Finalement, un bourdonnement électrique. L'imposante grille en fer coulissa sans bruit sur le côté. C'était une invitation et un avertissement. Un majordome vêtu d'un uniforme impeccable l'accueillit à la porte. Il ne sourit pas. Il la guida à travers un hall qui ressemblait à la galerie d'un musée d'art moderne. Le silence était absolu, surnaturel. L'air sentait le propre, les fleurs fraîches et autre chose, quelque chose de métallique, de stérile. On la fit attendre dans une salle donnant sur un jardin parfait. Une pelouse qui ressemblait à un tapis vert. Des fleurs exotiques aux couleurs vives. Mais c'était un jardin sans vie, sans insectes, sans oiseaux. Un paysage artificiel. Béatrice Valdivia entra dans la salle. En personne, elle était encore plus imposante qu'au téléphone. Grande, mince,
vêtu d'un blanc immaculé. Son visage était un masque de porcelaine. « Mademoiselle Mendoza », dit-elle, et sa voix était encore plus froide que le marbre du sol. « Votre persévérance est inhabituelle. Mon travail consiste à m'assurer que Sofia va bien. » Béatrice esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Nous nous assurons que Sofia va bien. Nous lui payons les meilleurs médecins du monde. Pensez-vous qu'une bureaucrate au salaire modeste puisse comprendre ce dont ma fille a besoin ?» L'humiliation fut un coup direct, précis. « Votre fille m'a parlé d'un jardin secret, » dit Carmen, sentant la colère commencer à l'emporter sur la peur. Le masque de Béatrice se fissura, juste une fraction de seconde. Mais Carmen le vit. Une lueur de panique pure dans ses yeux. Une ombre de terreur aussi profonde que celle qu'elle avait vue dans les yeux de Sofia. Puis, elle disparut. Son sang-froid revint, plus solide, plus froid. « Vous écoutez les délires d'une petite fille confuse, » dit-elle d'une voix neutre, « et vous envahissez ma vie privée. Je vous suggère de retourner à votre bureau et de clore le dossier. La prochaine communication que vous recevrez viendra de nos avocats. » La menace était claire. Le majordome apparut à la porte comme par magie. L'audience était terminée. Alors qu'on l'escortait vers la sortie, Carmen passa devant une porte entr'ouverte, et elle le vit. Un petit garçon. Il ne devait pas avoir plus de 10 ans. Il était assis par terre dans une pièce sombre. Il se balançait, d'avant en arrière, exactement comme Sofia. Ses yeux étaient fixés sur un point du mur. Ils étaient vides, complètement vides. Le majordome ferma doucement la porte. Mais l'image était déjà gravée dans l'esprit de Carmen. Elle sortit du manoir et l'air de la ville lui sembla dense, irrespirable. Elle monta dans sa vieille voiture, les mains tremblantes. Le goût métallique de la peur lui remplissait la bouche. Maintenant, elle savait. Sofia ne mentait pas. Sofia n'était pas folle. Sofia avait simplement été la première à s'échapper. Mais il y en avait d'autres. D'autres enfants piégés dans cette tombe de marbre. Et le système, ses supérieurs, ses protocoles, ne l'aideraient pas. Elle était seule, complètement seule contre l'empire Valdivia. Cette nuit-là, Carmen ne rentra pas chez elle. Le souvenir du manoir blanc, froid et stérile, était comme un fantôme collé à sa peau. Le visage vide de cet enfant, Matteo, se répétait dans son esprit. Un écho silencieux, un visage identique à celui de Sofia. Elle retourna au refuge. Le bruit, le chaos, l'odeur du désinfectant. Jamais auparavant cela ne lui avait semblé aussi réconfortant. C'était le bruit de la vie réelle, désordonnée, imparfaite, mais vivante. L'antithèse de la tombe silencieuse des Valdivia. Elle trouva Sofia dans la même position où elle l'avait laissée, assise sur son lit, dans la pénombre de la chambre partagée, serrant ses genoux comme s'ils étaient son seul point d'ancrage dans un monde qui s'effondrait. Elle ne dessinait pas. Elle regardait simplement le mur. Elle attendait. Carmen s'approcha et s'assit sur le bord du lit. Le vieux matelas à ressort grinça sous son poids. « Je suis allée chez toi, Sofia, » dit-elle à voix basse. La jeune fille ne bougea pas. Elle ne réagit pas. Carmen attendit un battement de cœur. « J'ai vu ton frère, Matteo. » Le corps de Sofia se raidit, un spasme presque imperceptible. Puis, une larme. Une seule larme, lente et lourde, coula sur sa joue pâle et sale. Elle était comme la première fissure dans un glacier. « Il n'a pas pu s'échapper, » murmura la jeune fille, la voix brisée. Carmen tendit la main. Elle ne la toucha pas. Elle la laissa simplement ouverte sur la couverture usée. Une invitation.
Raconte-moi tout, Sophia, depuis le début, s'il te plaît. Elle lui parla avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Je te crois. Chaque mot. Tu n'as plus à porter ce fardeau toute seule. Sophia la regarda. Et dans l'obscurité de ses yeux, Carmen vit le mur de contention s'effondrer. Brique par brique, les mots commencèrent à sortir. Pas comme un fleuve. Comme un poison qui la brûlait de l'intérieur depuis des années et qui trouvait maintenant un moyen de s'échapper. Tout commence et finit dans le jardin, dit Sophia, d'une voix creuse, comme quelqu'un qui récite une leçon apprise de force. Pas le jardin devant, celui que voient les Stawell les visiteurs. Il y en a un autre, derrière. Caché. Elle fit une pause. On l'appelle l'origine. Carmen écoutait, immobile. La chambre, avec ses lits superposés en métal et le bruit de la respiration des autres filles, disparut. Il n'y avait plus que la voix de Sophia, fragile comme du cristal. Personne en dehors de la famille ne peut y entrer. Jamais. Il y a un haut mur, recouvert de lierre. Il semble solide. Mais il y a une porte sans poignée, sans serrure. Elle ne s'ouvre que si vous poussez au bon endroit. À l'intérieur, tout est différent. L'air est plus lourd, le soleil ne chauffe pas de la même façon. Les arbres sont très vieux, tordus. Ils ressemblent à des personnes qui souffrent. Au centre, il y a une fontaine, en pierre noire. Mais elle n'a jamais contenu d'eau. Elle est sèche et tachée. La voix de Sophia s'éteignit un instant. La première fois qu'ils m'y ont emmené, j'avais 7 ans. Ma mère m'a réveillé très tôt. Elle m'a dit que c'était un jour très important. Que j'allais être présenté à l'héritage de la famille. Elle m'a mis une robe blanche, en soie. Elle me démangeait la peau. Elle m'a coiffé. Elle m'a dit que je ne devais pas parler, seulement observer et obéir. Elle m'a prise par la main. Mon père marchait derrière nous. Aucun des deux ne disait rien. Leurs mains étaient froides. Carmen sentit une boule dans sa gorge. Elle pouvait voir la fillette de 7 ans, confuse, marchant vers l'horreur, vêtue d'une robe de fête. Nous avons franchi la porte secrète. Et il était là. Il attendait. Mon grand-père. Il n'était pas habillé comme d'habitude. Il portait une tunique sombre. Et ses yeux brillaient, comme ceux d'un animal dans la nuit. Ils étaient tous là. Mes oncles, mes tantes, mes cousins aînés. Ils formaient un cercle autour de la fontaine. Personne ne parlait. Ils regardaient simplement. Grand-père m'a souri. Il m'a dit que j'étais spécial, que le sang originel coulait dans mes veines, celui qui n'avait pas été contaminé. Il m'a fait asseoir sur le bord de la fontaine. La pierre était glacée, malgré le soleil. Il a sorti un poignard, petit, en argent, avec une pierre rouge sur le manche. Il a dit que c'était pour réveiller le sang, pour lui rappeler qui il était. Sophia a levé sa main droite, la paume vers le haut. À la faible lumière qui entrait par la fenêtre, Carmen a pu la voir. Une ligne blanche très fine, une cicatrice presque imperceptible. Il m'a pris la main. Il m'a dit que ça ne ferait pas mal, que c'était un honneur. Et il m'a coupé. Ce n'était pas une grande coupure, mais le sang a coulé immédiatement. Rouge, très foncé. Puis il a appelé mon cousin, Javier. Il avait 9 ans. On lui avait déjà fait ça auparavant. Il n'a pas pleuré, il n'a rien dit, il a juste tendu la main. Grand-père lui a fait la même incision, et il a laissé le sang des deux couler dans une coupe en argent. Il l'a remué avec la pointe du poignard, et il me l'a offert. « Bois, m'a-t-il dit, ressens la puissance de notre lignée. » Je ne voulais pas.
Ça sentait le métal, de rouille. Ma mère m'a serré l'épaule, fort. Obéis à ton grand-père, Sophia. J'ai bu. Ça avait un goût de sel et de maladie. Tout le monde me regardait, avec fierté. Quand j'eus fini, mon grand-père m'embrassa. « Oh, bienvenue dans la famille », me murmura-t-il à l'oreille. « Tu es désormais l'une des nôtres. » Pour toujours ? Sophia s'arrêta de parler. Le silence était total dans la chambre. Carmen sentait le froid lui glacer les os. La nausée lui montait à la gorge. Elle voulait crier, elle voulait sortir cette petite fille de là et s'enfuir. Mais elle se força à rester immobile. Elle agrippa la barrière métallique du lit, le fer froid l'ancrant à la réalité. Elle sentit la texture fine et rugueuse de la couverture sous ses doigts. Elle se concentra là-dessus, sur l'odeur de chlore, sur le bourdonnement lointain d'un réfrigérateur, n'importe quoi pour ne pas s'effondrer devant Sophia. La petite fille avait besoin qu'elle reste forte, pas brisée. « Ça !» continua Sophia, sa voix désormais à peine audible. Ce n'était que le début. L'accueil, la cérémonie que tout le monde doit passer. Ensuite, les choses empirent. Son corps se mit à trembler. Un tremblement qui venait de l'intérieur, d'un endroit profond et glacé. « Quand tu atteins l'âge de 12 ans, murmura-t-elle, et ses yeux s'ouvrirent avec une terreur si pure que Carmen en eut le souffle coupé. Vient l'union du sang. C'est différent. C'est la nuit, toujours à la nouvelle lune, quand le jardin est le plus sombre. Ils ne sont plus tous là. Il n'y a ni oncle ni cousin qui regarde. Il n'y a que mon grand-père, et toi, et un autre membre de la famille. Sophia déglutit. Le bruit était audible dans le silence. Un cousin, plus âgé. Un oncle. Sa voix se brisa en un sanglot étouffé. Parfois ton propre frère. Carmen ferma les yeux. La monstruosité de cette phrase la frappa comme une vague. L'image de Matteo, se balançant dans l'obscurité. Le cercle se refermait. Le serpent se mordait la queue. Ils t'emmènent à nouveau. Ils t'allongent sur la pierre de la fontaine. L'autel, comme ils l'appellent. La pierre est glacée. Elle te gèle le dos. Grand-père se tient devant toi. Il prie. Mais il ne prie pas Dieu. Il prie notre sang, notre nom de famille. Il parle de l'héritage, de l'éternité, de la responsabilité de ne pas diluer notre force. Il dit que la douleur est un maître, qu'elle purifie l'âme. Il dit que pour ceux de notre sang, le plaisir et la douleur sont les deux faces d'une même pièce sacrée. La voix de Sophia était celle d'un automate, dépourvu d'émotion, la seule façon de raconter l'inracontable. Et puis, il t'observe. Il s'assoit sur une chaise apportée spécialement pour cela, et il observe. Il t'observe pendant que l'autre accomplit le rituel, pendant qu'il te lie au sang. Elle ne put terminer. Le mécanisme de défense qui lui permettait de parler vola en éclats. Un gémissement animal, guttural, s'échappa de sa gorge. Elle se recroquevilla, comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Ce n'était pas des sanglots. C'était un spasme de pure terreur ressenti à nouveau. Carmen réagit. Elle s'approcha et la serra dans ses bras. Le corps de la jeune fille était raide comme une planche, froid comme le marbre du manoir. Elle ne lui rendit pas son étreinte. Elle tremblait simplement. Un tremblement violent, incontrôlable, qui secouait tout le lit. Carmen la serra fort contre elle. Elle enfouit le visage de la jeune fille dans son épaule, la protégeant du monde, de ses propres souvenirs.
Elle sentit la fragilité de ses os, la tension de chaque muscle. C'était comme serrer dans ses bras une statue de glace et de peur. Elles restèrent ainsi pendant un moment, qui sembla durer une éternité. L'aube commençait à teinter le ciel d'un gris pâle. Le refuge commençait à s'éveiller. On entendait des murmures, des pas, des portes qui s'ouvraient. Mais dans leur coin, le temps s'était arrêté. Peu à peu, les tremblements de Sophia diminuèrent. Ils se transformèrent en frissons occasionnels. Carmen sentit l'humidité des larmes silencieuses sur son épaule. Lorsque Sophia s'écarta enfin, son visage était dévasté. Mais ses yeux avaient changé. La terreur était toujours là. Mais il y avait maintenant quelque chose d'autre. Un vide. Le vide de celui qui a tout raconté et qui n'a plus rien à l'intérieur. Carmen ressentit une vague de colère. Une rage froide, lucide, tranchante. Elle était différente de tout ce qu'elle avait ressenti auparavant. Ce n'était pas la colère brûlante et impuissante qu'elle avait ressentie dans son bureau. C'était une détermination. Ce n'était plus une affaire. Il ne s'agissait pas d'un dossier à clore. Il ne s'agissait pas de suivre des protocoles. C'était une guerre contre un mal absolu. Un mal méthodique, patient, qui se drapait dans la philanthropie et le pouvoir. Il regarda la jeune fille brisée qui se tenait devant lui. Il regarda à travers la fenêtre le lever du soleil sur une ville endormie, inconsciente du cancer qui rongeait son cœur le plus luxueux. Et il prit une décision. Si le système était conçu pour protéger des monstres comme Armando Valdivia, alors elle n'utiliserait pas le système. Elle le détruirait. Elle brûlerait ce jardin jusqu'à ses racines, même si les flammes la consumaient, elle aussi. Dans les jours qui suivirent, Carmen se déplaçait comme une somnambule avec une mission. Le quotidien de son bureau, avec ses cafés froids et ses montagnes de paperasse, lui semblait irréel. Ce n'était qu'un décor. Un théâtre absurde face à la réalité brutale qu'elle connaissait désormais. Elle savait que le témoignage de Sophia, aussi dévastateur soit-il, n'était pas suffisant. C'était la parole d'une mineure traumatisée contre l'empire d'Armando Valdivia. Dans n'importe quel tribunal, officiel ou de l'opinion publique, la balance pencherait en faveur du pouvoir. Il avait besoin de comprendre le monstre pour pouvoir le traquer. Il avait besoin de déterrer les racines pourries de ce jardin secret. Il passe des nuits entières dans son petit appartement. Entouré de livres d'histoire, de biographies de magnates, de traités de psychologie sur les sectes et les abus narcissiques, et surtout, la bibliothèque numérique. C'est là que se trouvait l'histoire officielle d'Armando Valdivia. Un récit soigneusement construit, un chef-d'œuvre de relations publiques. L'histoire du pauvre enfant des montagnes de Oaxaca qui est arrivé dans la capitale avec des chaussures usées et une ambition de fer. Le récit était toujours le même dans chaque interview, dans chaque portrait publié dans les magazines. Il est né dans l'extrême pauvreté. Sa famille a tout perdu. Ils ont été trompés par un cacique local. Armando, âgé d'à peine 15 ans, a juré de venger l'humiliation de son père. Pas par la violence, par le succès. Un succès si écrasant que le monde ne pourrait plus jamais l'ignorer. Carmen lisait les citations de Valdivia, répétées au fil des décennies. La pauvreté n'est pas un manque d'argent, c'est un manque de volonté. Ma seule loyauté va à mon sang, à ma lignée. Une famille forte est le seul véritable héritage. Les indices étaient là, cachés à la vue de tous, dissimulés comme les maximes d'un homme qui s'était fait tout seul. Mais Carmen, avec la confession de Sophia qui résonnait dans ses oreilles, les lisait autrement. Ma seule loyauté va à mon sang. Ce n'était pas une métaphore,
C'était une déclaration littérale, le fondement de sa théologie tordue. Ses recherches l'ont conduite au-delà des gros titres, aux microfilms de vieux journaux, aux registres commerciaux. L'ascension de Valdivia n'avait pas été propre. Son premier associé, mort dans un accident de chantier. Son beau-père, un industriel de la vieille garde, décédé dans un étrange accident de voiture, juste 1 an après le mariage de sa fille avec Valdivia. Chaque échelon de son ascension vers le pouvoir était entaché d'une tragédie opportunément programmée. Mais l'argent avait tout effacé. Il avait acheté le silence, la complicité, l'oubli. Et puis, il y avait la famille. Il l'élevait comme une secte. Il isolait ses enfants du monde extérieur. Il les éduquait à la maison avec des tuteurs privés qui signaient des accords de confidentialité stricts. Il les envoyait dans les internats les plus exclusifs, non pas pour qu'ils se mêlent à l'élite, mais pour les maintenir dans une bulle dorée, loin des influences contaminantes. Il a créé un culte dont il était le seul Dieu. Et l'inceste, le sacrement le plus sacré. Une façon de se replier sur eux-mêmes. De créer une lignée pure, endogame, invulnérable au monde extérieur, qu'il méprisait et craignait tant. Une forteresse génétique. L'expression maximale de son narcissisme. Créer une dynastie qui ne serait, littéralement, que lui. Répétée chez ses enfants et les enfants de ses enfants. Carmen ressentit un vertige intellectuel. Ce n'était pas seulement un pervers. C'était un architecte de la folie, un idéologue de sa propre horreur. Et cette compréhension lui fit plus peur que les actes eux-mêmes. Car cela signifiait qu'il ne s'arrêterait pas. Jamais. Armé de cette nouvelle compréhension, mais sans aucune preuve tangible, Carmen décida d'affronter le système. Une dernière fois, avec l'espoir naïf que la vérité, à elle seule, suffirait. Sa première et unique destination fut le bureau de son patron, Juan Carlos Aguirre. Un homme dont toute l'existence semblait consacrée à éviter les problèmes. Carmen ferma la porte du petit bureau, un geste qu'Aguirre détestait. Elle lui raconta l'histoire. Pas la version abrégée, la version complète. Le jardin, le poignard, la coupe en argent, l'autel en pierre. Elle n'omisit aucun détail sordide. Aguirre écoutait. Il ne la regardait pas. Ses yeux étaient mat rivés sur l'écran de son ordinateur où clignotait un seul email. Son visage était un masque de neutralité forcée. Lorsque Carmen eut terminé, le silence dans la pièce était dense, pesant. Aguirre tapa quelque chose. Puis, il soupira. Un long soupir profond, le son d'un homme qui voit une vague géante s'approcher de son château de sable. Mendoza, commença-t-il en traînant les mots. C'est compliqué. Compliqué n'est pas le mot que j'utiliserai, répliqua Carmen, la voix tendue. Écoutez, dit Aguirre en tournant enfin sa chaise pour lui faire face. Son regard n'était pas hostile. C'était pire. Il était condescendant. Le regard d'un adulte vers un enfant qui ne comprend pas comment fonctionne le monde. Savez-vous ce qui se passerait si nous essayions de déplacer cela? J'espère que justice serait faite. Aguirre eut un rire sec, sans humour. Justice! Quel beau mot! Laissez-moi vous expliquer ce qui se passerait dans le monde réel. Vous présentez un rapport. Stupidement, je le transmets à mes supérieurs. Quelqu'un, à un étage supérieur, voit le nom Valdivia. Et le rapport disparaît. Il se pencha en avant, baissant la voix. Mais il ne disparaît pas seulement. Une alarme se déclenche. Et la personne qui a déclenché l'alarme, vous, devient un problème. Un problème qu'il faut résoudre. Et savez-vous comment on résout les problèmes à ce niveau? Pas avec des menaces. C'est bon pour les amateurs. On le fait avec la bureaucratie,
Votre charge de travail triple. On vous assigne les cas les plus difficiles, les plus désespérés. On commence à vérifier vos dossiers d'il y a 5 ans, à la recherche d'une erreur, d'une signature mal apposée. Votre évaluation de performance baisse. Votre demande de congé est perdue. De petits obstacles insignifiants. Jusqu'au jour où vous en avez assez. Vous démissionnez. Ou vous êtes licencié pour inefficacité. Aguirre se cala dans son fauteuil, le spectacle était terminé. Je vous le dis pour vous rendre service, Mendoza. Lâchez cette affaire. Clôturez le dossier de cette fille pour réintégration familiale impossible et transférez-le au DIF. Laissez-le se perdre dans le système. C'est mieux pour tout le monde. Surtout pour vous. Carmen resta debout, à bout de souffle. Chaque mot d'Aguirre était une pelletée de terre sur un cercueil. Le cercueil de son espoir dans le système qu'elle avait juré de servir. Elle sortit du bureau. Elle ne ferma pas la porte. Elle s'appuya contre le mur du couloir, la main sur la poitrine, essayant de calmer les battements furieux de son cœur. Le froid ne venait pas de la climatisation. C'était le froid du désespoir absolu. Elle ressentit le poids de l'indifférence organisée, de la lâcheté institutionnalisée. Son patron n'était pas un homme mauvais. C'était un homme du système. Et le système était conçu pour survivre, pas pour protéger. Dans ce couloir gris, sous la lumière vacillante d'un tube fluorescent, Carmen comprit que la guerre n'était pas seulement contre Valdivia. Elle était contre le monde que Valdivia avait construit à son image. Un monde où le pouvoir était synonyme d'innocence. Et la vérité, un suicide professionnel. Carmen ignora le conseil d'Aguirre. La lâcheté de son patron ne la découragea pas. Elle la mit en colère. C'était le carburant dont elle avait besoin. Si sa propre agence était une impasse, elle chercherait une autre porte. Le ministère public, le parquet, un endroit où le mot « justice » devait encore avoir un sens. Elle se rendit en voiture au bunker, le siège du parquet général. Un bâtiment imposant, à l'architecture brutaliste, conçu pour intimider. Carmen ne se laissa pas intimider. Elle entra dans la section des délits sexuels. L'atmosphère était un mélange de tragédie et de bureaucratie. Des femmes assises sur des chaises en plastique, le regard perdu. Des mères serrant leurs enfants dans leurs bras, essayant de les protéger d'un mal qui était déjà fait. L'air sentait la peur et le papier d'archivage. Après une attente de près de 3 heures, passée à observer le lent et douloureux défilé de la misère humaine, elle fut enfin appelée. Le bureau était un box identique au sien. L'homme qui l'attendait, maître Morales, avait devant lui une pile de dossiers qui menaçait de l'engloutir. Son visage portait les marques indéniables d'un épuisement chronique. Carmen exposa le cas, pour la 3e fois. Mais cette fois, sa voix était différente, plus dure, plus précise. Il n'y avait aucune émotion, seulement des faits, les faits brutaux que Sofia lui avait confiés. Morales écoutait tout en prenant des notes, acquiesçant mécaniquement. C'était une routine pour lui, une histoire d'horreur de plus dans une journée qui en comptait déjà beaucoup. Jusqu'à ce que Carmen prononce le nom. Armando Valdivia. Le stylo de Morales s'arrêta au milieu d'un mot. Il leva les yeux. Le voile d'ennui professionnel disparut de son regard. Il fut remplacé par autre chose. Une prudence instantanée. Une alarme silencieuse retentit dans le petit box. « L'entrepreneur » demanda-t-il, bien qu'il connaisse parfaitement la réponse. « Lui-même » confirma Carmen. Morales posa son stylo sur le bureau. Il s'adossa à sa chaise, qui craqua sous son poids. Il joignit les mains sur son ventre.
le langage corporel d'un homme sur le point de dire « non ». « Madame Mendoza », commença-t-il d'un ton désormais formel et distant. « Ce que vous décrivez est sans aucun doute extrêmement grave. »« Je le sais. C'est pour cela que je suis ici. » « Cependant, » poursuivit-il, ignorant son interruption, « la loi est très claire. Pour engager une procédure de cette ampleur contre une personnalité de cette envergure, nous avons besoin de plus qu'un simple témoignage. Beaucoup plus. De quoi d'autre avez-vous besoin? Que je vous amène l'un des enfants avec le poignard en argent planté dans le dos. Le sarcasme était un acide qui brûlait la gorge de Carmen. Morales resta impassible. Il avait entendu pire. Nous avons besoin de ce que nous appelons des preuves. Un rapport médico-légal, des tests ADN, des photographies, des vidéos. Quelque chose qu'un juge puisse voir et toucher. La déclaration d'une mineure, en particulier une mineure ayant des antécédents d'instabilité, comme le feront certainement valoir ses avocats, est fragile. Sofia n'est pas instable. Elle est terrifiée. « Prouvez-le », dit Morales avec une simplicité brutale. « Écoutez, nous pouvons ouvrir un dossier d'enquête. C'est notre devoir. Mais dans ce cas, cela ne signifie pas grand-chose. Nous enverrons des courriers, nous demanderons des entretiens. La famille Valdivia recevra ces courriers dans les bureaux de ses avocats, des avocats qui facturent à l'heure ce que vous et moi ne gagnons pas en un mois. Ces avocats présenteront des recours. Ils contesteront la compétence de ce parquet. Ils demanderont des expertises psychologiques pour la mineure, avec leurs propres experts. Ils retarderont la procédure. Ils l'empêcheront dans un labyrinthe juridique dont nous ne sortirons pas avant des années. Et pendant ce temps, les enfants resteront dans cette maison. Alors vous n'allez rien faire? Demanda Carmen, sentant un frisson la parcourir. Nous allons suivre la procédure, corrigea Morales. Et la procédure, dans des cas comme celui-ci, est une façon lente de ne rien faire. Son cynisme était si honnête qu'il la désarmait. Carmen avait l'impression de frapper un mur de gelée. Ses poings s'enfonçaient, mais le mur restait intact. Il y a un autre enfant, Matteo, son frère. Je l'ai vu. Il est coincé là-bas. Morales sembla avoir une idée bureaucratique, une façon de refiler le problème à quelqu'un d'autre. Il ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire. Tout de suite, vous pouvez signaler la disparition de l'enfant. Étant donné que vous l'avez vu mais que vous n'avez pas accès à lui, il est légalement considéré comme introuvable. Il lui glissa le formulaire à travers le bureau. C'était le formulaire 2B. Remplissez ceci. Le service de recherche des personnes disparues a d'autres protocoles. Ils pourront peut-être demander une preuve de vie ou une visite à domicile. Le dossier ne sera plus sur mon bureau. Il sera sur le leur. Carmen regarda le formulaire. Du papier bon marché, de l'encre floue. Un labyrinthe de cases et de questions sans intérêt. Nom, âge. Signe particulier. Comment décrire le vide dans les yeux d'un enfant? Comment classer l'horreur dans une case? Le système ne recherchait pas la justice. Il cherchait à classer le chaos, à mettre une étiquette sur la souffrance, à la classer dans le bon dossier. Elle se leva. Elle prit le formulaire. Le papier ressemblait à une condamnation. « Merci pour rien, monsieur l'avocat, » dit-elle, et l'amertume dans sa voix était totale. Elle sortit du parquet, et la lumière de midi la frappa. La ville continuait à suivre son rythme effréné. Des voitures, des sirènes, des gens qui marchaient vite. Un univers indifférent. Elle s'assit sur un banc en béton.
Le soleil réchauffait son visage, mais à l'intérieur, elle ressentait un froid glacial. Elle regarda le formulaire 2B, un outil inutile, une blague cruelle. Elle eut envie de le déchirer en 1000 morceaux, de crier jusqu'à en perdre la voix. Mais elle ne le fit pas. La rage se transformait. Elle se cristallisait en une détermination froide, dure comme le diamant. Si toutes les portes se fermaient, elle construirait la sienne. Si le système était un labyrinthe conçu pour protéger le monstre, elle y mettrait le feu depuis l'extérieur. La femme du DIF. Elle se souvint de ces paroles. Les gens comme les Valdivia n'ont peur que d'une seule chose, de la lumière. La lumière, le scandale, la honte publique. C'était une arme à double tranchant. Une arme qui pouvait la détruire, elle et Sofia. Mais c'était la seule qui lui restait. Elle sortit son téléphone. Elle ouvrit le fichier audio. La voix de Sofia. Un murmure tremblant racontant l'horreur. Sa seule munition. À ce moment-là, sur ce banc anonyme, entouré par le chaos de la ville, Carmen Mendoza, l'assistante sociale, la bureaucrate, mourut. Et à sa place naquit une combattante. Une femme qui avait vu le visage du mal et avait décidé de ne pas détourner le regard. Une femme prête à marcher vers le feu.